Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Héloïse, est-ce que tu m'entends? Bonjour Pierre, oui, je t'entends. Ah, c'est bon. Il y avait un petit souci. Il y avait un petit souci de connexion. Donc, alors attendez, je reviens sur la présentation. Hop, excusez-nous, il y avait un petit problème, voilà, d'affichage. Voilà. Voilà. Donc, bonjour à tous, Héloïse Krugère de Valor. Nous allons commencer ce webinaire pour une filière volontaire de gestion des emballages de plants et plantes à destination des professionnels avec un focus dédié au paysage aujourd'hui. Donc, Pierre nous a quittés. J'espère que Pierre va revenir. Donc, je me présente rapidement, Héloïse Krugère, directrice juridique chez Valor. Et peut-être que Michael Mercier, qui est normalement présent, souhaite prendre la parole pour débuter ce webinaire. Oui, Michael. Eh bien, Vincent, peut-être nous pouvons prendre le relais, puisque je pense qu'il y a eu, je ne sais pas pour les personnes qui se sont connectées aujourd'hui, mais il y a beaucoup de problèmes de connexion depuis ce matin. Donc, je vous prie d'excuser les petites difficultés de démarrage. Pierre arrive, hein. Je le vois qui se prépare à se connecter. Et Morgane nous rejoint aussi? C'est pas dit encore, elle a des problèmes de connexion. J'essaie de lui débloquer son accès. D'accord. Et là, vous m'entendez? Quand je parle, c'est bon? On t'entend bien, Vincent. Impeccable, impeccable. Bon, on va attendre peut-être quelques minutes alors. Héloïse, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien, Pierre. Très bien, c'est parfait. Il y a un petit problème de connexion.
Alors, en attendant peut-être que Morgane nous rejoigne, je vais peut-être vous exposer rapidement les éléments de ce webinaire sur un terme technique. Donc, vous avez en bas à droite de votre écran plusieurs petites fonctionnalités, le chat, les questions notamment. Le chat permet de discuter et d'avoir des éléments d'échange avec vous, puisque nous ne vous voyons pas. Vous nous voyez, nous ne vous voyons pas, mais nous voyons que vous êtes présents et vous pouvez donc échanger avec nous par chat. Et vous pouvez également poser vos questions donc, via la fonctionnalité questions afin que nous puissions y répondre. À la fin de la séance, nous ferons un récapitulatif des questions et des réponses formulées afin que chacun les ait. Sachez que les questions et réponses que vous pourriez poser, les questions que vous pourriez poser et les réponses que nous formulerons viendront alimenter une foire aux questions qui est présente sur le site internet de Valor et qui permet justement d'affiner la compréhension du projet. Donc, merci beaucoup. Je vois que Mickaël Mercier est arrivé. Je vais tout de suite lui proposer de lancer ce webinaire. Bonjour Héloïse et bonjour à tous. Merci d'être connectés aujourd'hui. Donc pour ce webinaire concernant les pots horticoles spécial paysage. Donc pour vous redire en quelques mots d'où vient cette initiative. Elle a démarré donc il y a environ 3 ans. On travaille ensemble entre professionnels de la filière, donc à la fois des producteurs, des distributeurs, des paysagistes, pour mettre en place une filière de recyclage de pots. On estime que c'est un sujet qui est essentiel pour nos métiers, qu'on ne peut pas vendre en fait de plantes, utiliser des plantes dans nos chantiers sans s'inquiéter en fait des déchets que l'on produit. Et il y avait de ce point de vue-là un trou dans la raquette, et c'est la raison pour laquelle depuis 3 ans on travaille sur la question, d'abord en off, et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la concrétisation de nos travaux. Alors, pour vous redire, les travaux ont été divisés en 3 pans. D'un côté, un groupe qui travaille sur l'éco-conception, c'est-à-dire toutes les solutions que l'on peut trouver pour éviter de créer un déchet, hein, dès lors qu'on peut travailler en direct entre un producteur pépiniériste et un paysagiste en racines nues, eh ben, il n'y a pas de pot tout simplement. Et ça, il faut pouvoir mettre en place ce type de solution le plus qu'on peut. Comment éviter d'avoir des teneurs en plastique trop importantes, comment faire en sorte que le pot soit reconnaissable dans les chaînes de tri. Tout ça, c'est le travail du groupe Éco-Conception. Le deuxième groupe a travaillé, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, sur les pots à usage professionnel, c'est-à-dire les pots qui arrivent chez les paysagistes, dans les collectivités, chez d'autres pépiniéristes ou professionnels de la filière, c'est-à-dire tous ceux qui n'arrivent pas chez les ménages. Et pour cela, on a signé un partenariat avec Adivalor. C'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Et puis un troisième groupe qui travaille justement sur les pots ménagers, c'est-à-dire ceux qui arriveront dans la poubelle jaune. Donc voilà en gros ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Vous redire que on n'est plus en phase de test. C'est bien la mise en place d'une filière de collecte et de recyclage qui a vocation à faire en sorte que les pots reviennent à des usines de tri, soient collectés chez vous et que l'on puisse les faire revenir dans la filière si possible, sachant que les pots horticoles ont un atout considérable. Ils sont faits d'une seule matière, le polypropylène, donc le PP, et qu'ils peuvent être réutilisables.
voilà, je vais laisser la parole à Morgane ou à Vincent pour continuer. Mais en tout cas, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Vincent, je confirme que Morgane a des difficultés de connexion. Si tu peux prendre le relais. Bon, c'est pas grave, je vais prendre le relais. De toute façon, là, voilà, je vais prendre le relais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Vincent Riouf, le cabinet Nautico qui accompagne depuis 3 ans Valor sur ce sujet. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter un certain nombre d'éléments sur cette filière, effectivement, qui n'est pas une filière expérimentale. Hein. On est passé dans la phase industrielle. Et donc, selon le sommaire que vous avez alors, à l'écran, je vous propose de passer à la slide suivante. Voilà, quelques définitions simplement, parce qu'on est sur un sujet qui, évidemment, est très opérationnel, que ce que je fais de mes pots, mais on est évidemment dans une réglementation qui existe en France ou en Europe. Et simplement un rappel, on ne va pas s'éterniser dessus, de quelques définitions de ce qui nous concerne aujourd'hui autour de l'écran. Bien sûr, un emballage, le pot professionnel, quand il est vendu avec une plante, c'est un emballage, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est aujourd'hui codifié dans le Code de l'environnement. Donc, entre guillemets, on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment sur la gestion de fin de vie de ces emballages. Et puis, on s'intègre aussi dans un cadre général de prise en charge de la fin de vie des produits une fois qu'ils ont été consommés. Ça s'appelle la REP, hein, la filière de la responsabilité élargie des producteurs. Hein, vous la connaissez évidemment à travers notamment l'éco-organisme CTO, éco-emballage avant, CTO aujourd'hui, mais également d'autres, bien sûr. Et donc, c'est le principe, effectivement, où c'est celui qui met sur le marché le produit qui assure la gestion, ou fait assurer la gestion de fin de vie de ce produit une fois que ce produit a été consommé et donc est devenu un déchet, que ce soit l'emballage ou le produit en lui-même. Passer à la slide d'après. Et alors, si on resserre un peu le sujet autour de notre thématique, la nouvelle filière donc, qui a été travaillée depuis un certain nombre d'années, depuis plus d'1 an avec Adivalor, concerne un certain nombre de produits, effectivement, précises. On a essayé de l'être et c'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Donc, il s'agit bien donc, des plants et des plantes qui sont horticoles, qui sont conditionnés dans un godet, un pot, un conteneur, une coupe, une suspension d'une jardinière horticole, en polypropylène. Pour l'instant, c'est la résine plastique qui a été choisie, qui est la résine évidemment majoritaire hein, dans ce type de pot. Ça ne veut pas dire que demain, on n'élargira pas à d'autres résines. C'est déjà, les travaux sont déjà en cours pour élargir. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de se concentrer sur le polypropylène, à la fois parce que c'est le matériau majoritaire et surtout parce que l'objectif de cette filière, c'est certes de collecter, mais surtout de recycler pour que les pots ne terminent pas enfouis ou incinérés. Or, aujourd'hui, l'industrie du recyclage du PP est une industrie qui existe sur le territoire national, qui est mature, qui fonctionne bien et surtout, je termine par là, qui a besoin de matière. Donc, on est vraiment dans un environnement où le PP est très favorable. Mais il ne s'agit effectivement pas, comme le disait Michael, de tous les pots, plantes en pot vendus. C'est uniquement, cette filière concerne uniquement ceux qui sont vendus aux professionnels et qui donc ne sont pas destinés à être achetés par un particulier ou un ménage dans sa vie privée. Donc ça, c'est très important. C'est très important d'avoir ça en tête. Évidemment, les pots professionnels ne sont pas tous vendus, on le sait. Tout ce qui résulte de la casse ou des invendus sont professionnels. Ceux-ci ne paieront pas l'éco-contribution. On va y venir après sur l'éco-contribution, parce que l'éco-contribution qui sera sollicitée pour cette filière, elle n'existera qu'au moment de la vente de la plante dans le pot. Elle n'existe pas au moment où vous achetez le pot, très clairement. Donc, elle n'existe au moment où vous avez une recette, quand vous vendez. Mais évidemment, les casses et les invendus n'étant pas vendus par définition, il n'y aura pas d'éco-contribution sur ces pots, qui sont pourtant des pots professionnels, mais ces pots seront pour autant collectés dans le cadre de la filière. Et voilà, donc l'idée, c'était de bien définir le périmètre. Donc, tout ce qui est autre que PP n'est aujourd'hui pas concerné. Tout ce qui est vendu aux particuliers n'est pas concerné. Et tout ce qui est évidemment un pot vendu seul, c'est-à-dire sans pot, sans plante, n'est pas concerné aussi, parce que là, c'est un produit. Et là, ça n'appartient pas à cette filière. Autre page suivante, s'il vous plaît. Alors,
là, on a la définition, mais en termes de volume ou de type, de quoi on parle. Et ben d'abord, il n'y a quand même pas beaucoup d'informations. On a travaillé depuis un certain nombre d'idées pour savoir quel est un peu le gisement global national de ces pots professionnels. C'est assez compliqué parce que voilà, votre filière est extrêmement complexe, avec beaucoup d'acteurs, avec des circuits de distribution ou de vente très, très différents. On le sait, et donc c'est assez difficile d'avoir une image complète. C'est d'ailleurs un des nombreux objectifs de la filière que l'on monte, c'est au bout d'un certain temps, et notamment via les déclarations que chacun fera, d'avoir une vision plus précise. Néanmoins, on a évidemment fait des travaux d'estimation à partir d'informations à la fois provenant de professionnels de l'horticulture, bien sûr, hein, qu'ils soient producteurs, paysagistes ou distributeurs, mais également de fabricants de pots et d'un certain nombre d'acteurs. Et on arrive à peu près, pour les pots professionnels, à environ 4000 tonnes. J'ouvre une parenthèse que je ferme tout de suite. Les pots ménagers, c'est-à-dire donc vendus au ménage avec la plante, c'est plutôt 16 000 tonnes aujourd'hui dans l'estimation qu'on en a. Donc on est sur un gisement à peu près de 4 000 tonnes, environ 340 millions d'unités, et effectivement, ils sont vendus ou utilisés par tous les professionnels de la filière et évidemment les paysagistes que vous êtes. Voilà. Et ce que l'on sait en revanche, c'est que il y a bien sûr des pratiques de gestion de fin de vie qui sont bonnes, hein. Il y a des pots qui sont collectés, il y a quelques pots qui sont recyclés, mais globalement très peu. Il y a très très peu de pots qui sont aujourd'hui recyclés. La plupart sont incinérés ou enfouis parce qu'il n'y a pas de, justement, parce qu'il n'y a pas de filière. C'est l'objet de celle-ci. Et voilà. Et donc l'objectif, c'est bien de nourrir l'industrie du recyclage du PP qui, lui, a besoin de ces pots. Et vous, évidemment, de vous assurer que vos pots que vous avez utilisés ou que vous avez vendus à titre professionnel auront bien, dans leur fin de vie, un impact environnemental positif. Et évidemment, recycler, c'est plus, sur le plan environnemental, évidemment plus positif que d'enfouir ou d'incinérer. Page suivante. Et en plus, on s'inscrit dans un cadre, cette filière qui est une initiative volontaire, hein, de Valor et de ses adhérents, hein, de ses collèges et de ses adhérents, et avec Adivalor qui s'est joint quelque temps après comme partenaire à cette filière. Ce n'est pas une initiative volontaire qui est complètement hors du temps ou contraire à la politique publique. Je pense que vous avez tous plus ou moins en tête. Il y a un certain nombre de réglementations aujourd'hui, de plus en plus importantes d'ailleurs, alors certains diraient contraignantes, mais dans tout cas de plus en plus importantes, en faveur du recyclage, du réemploi aussi d'ailleurs, et de la prise en compte dans l'environnement pour les produits une fois qu'ils ont été consommés, donc une fois qu'ils sont devenus déchets. Il y a la fameuse loi AGEC qui a maintenant 3 ans, qui a effectivement inscrit le recyclage et le réemploi dans vraiment une dynamique avec des objectifs chiffrés à 2025, 2030 importants. Avec également aussi très clairement un point, et c'est ce que rappelait Michael avec le groupe Éco-Conception, un point qui est de limiter l'utilisation du plastique à usage unique, donc soit par le réemploi, soit effectivement en ayant des plastiques qui ne soient pas à usage unique. Et donc l'idée, c'est de viser évidemment vers le maximum de recyclage. Et il y a un outil aujourd'hui qui existe maintenant depuis 30 ans et qui s'est renforcé ces dernières années pour atteindre ces objectifs de politique publique. C'est ce que j'appelais la REP et que vous connaissez à travers les éco-organismes. Aujourd'hui, la France est le pays dans le monde qui a le plus de filières REP, 25 filières aujourd'hui, ça continue, hein, on va le voir d'ailleurs, en début 2025, donc dans moins de 2 ans, il y aura une filière REP sur les emballages professionnels et donc qui pourrait concerner les pots qui font l'objet de cette filière volontaire aujourd'hui. Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes concerné par un certain nombre de filières, que ce soit les emballages ménagers, les papiers, les articles de bricolage et de jardin, les produits électriques et électroniques, etc. Page suivante. Et donc, Valor s'est saisi de ce sujet-là avec ses adhérents parce qu'il y a effectivement il y a plusieurs défis. Il y a d'abord un défi très opérationnel qui a été remonté par un certain nombre de professionnels qui est, bon, globalement, moi je suis utilisateur de pots, je ne suis pas fabricant, mais comment, je vois bien que c'est un pot plastique, comment je pourrais améliorer pour faire mon métier encore mieux à la fois sur le plan technique, sur le plan économique, mais également sur le plan environnemental. Donc, comment améliorer les pots plastiques? Ça, c'est le volet éco-conception.
dont on a parlé avec la signature d'une charte avec les fabricants de pots le mois dernier pour pouvoir améliorer ces pots. Mais une fois qu'ils sont usagés, qu'est-ce que j'en fais? Alors, certains d'entre vous ont évidemment déjà des circuits ou des prestataires de collecte, mais ça n'est vraiment pas la majorité. Donc, comment faire pour que mes pots usagés ne terminent pas à la benne pour être ensuite enfouis ou incinérés? Parce que, effectivement, le recyclage est un élément important. Et tout ceci dans un contexte important sur le plastique. Pardon pour cet anglicisme, mais effectivement, le plastique est quand même, on tire à boulet rouge, que ce soit des émissions de TV ou autre. Le plastique devient un chiffon rouge aujourd'hui, donc c'est compliqué, voire impossible de se désintéresser du sujet quand on est un professionnel. Et ça concerne évidemment la filière du végétal, mais pour travailler pour d'autres acteurs, notamment dans l'agroalimentaire ou autre, c'est un sujet qui existe partout, dans tous les secteurs d'activité. Très clairement, la problématique du plastique, elle est universelle. En plus, les pouvoirs publics, je l'ai dit, veulent diminuer très clairement la place du plastique. Vous avez en tête peut-être qu'il y a une échéance à 2040 qui a été fixée par la loi AGEC, qui est fin des plastiques à usage unique. Alors, est-ce qu'elle sera respectée dans le temps ou dans son contenu? On verra, mais il y a quand même une ligne d'horizon qui existe. Et puis surtout, s'il n'y a pas d'engagement, d'initiative et de résultats des acteurs économiques sur ce sujet, les pouvoirs publics ont été assez transparents et ont dit, si vous ne faites pas, si vous ne vous inscrivez pas dans cette dynamique dans les années qui viennent, eh bien, on va restreindre l'usage du plastique, voire on va l'interdire, parce que si vous n'arrivez pas à nous démontrer que c'est connecté ou recyclé, on ira beaucoup plus loin. Page suivante. Et donc, la réponse, on l'a dit, et je vais peut-être passer un peu vite là-dessus, de la filière, c'est voilà, il y a un environnement sociétal, il y a un environnement politique, il y a un environnement technique et professionnel pour vous. La filière, en plus, tournée vers la nature, a pris le sujet à bras-le-corps. Là, pour le coup, tous les secteurs d'activité ne le font pas de manière aussi proactive et volontaire que la filière du végétal. C'est un point à souligner, même si certains auraient pu dire que ça aurait pu être fait depuis plus longtemps. Ça nous a d'ailleurs été remonté. Mais voilà, l'ambition est là. Et pour vous dire, il y a eu une réunion avec le ministère de l'écologie, avec le cabinet du ministre de l'écologie il y a peu de temps, et en faisant part de l'ensemble des initiatives volontaires, le ministère de l'écologie dit, voilà, ils ont dit, c'est exactement ce que nous on attend, parce que si vous ne faites pas ça, on va être beaucoup plus dur dans la réglementation. Donc vraiment, en plus, ça nous a été dit en vis-à-vis, donc c'est important. Donc on l'a dit, le volet éco-conception, la charte qui a été signée pour améliorer les pots de demain, et le volet de gestion de fin de vie. Et donc là, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui avec la création de cette filière pour pouvoir évidemment montrer au pouvoir public, qui d'ailleurs ont déjà approuvé cette initiative, puisque Valor, l'année dernière, a été lauréat de l'appel à projet structuration de filières agricoles et agroalimentaires, qui était un programme de financement du plan de relance gouvernemental. Donc ça a déjà été présenté, ils l'ont approuvé en cofinançant ce projet, pour pouvoir le monter donc à partir de 2023. Page suivante. Et donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, ça va être détaillé d'un point de vue plus opérationnel par Pierre de Lépinot juste après cette page. Donc, c'est de vous présenter la filière volontaire qui a fait l'objet d'un certain nombre de travaux d'études, qui a fait l'objet d'expérimentation et qui rentre désormais dans sa phase vraiment opérationnelle. Là, on est dans le dur, pour que, d'ici la fin de l'année, vous puissiez, vous, comme l'ensemble des détenteurs de pots professionnels, pouvoir bénéficier d'un dispositif de collecte, que vos pots soient collectés pour être recyclés, et sur une durée longue où il n'y aura pas de rupture de charge, et que cette collecte puisse avoir lieu partout, chez les petits comme chez les plus importants acteurs, pour que tout le monde puisse être concerné par ça. Et ça a fait l'objet notamment d'une déclaration d'intention signée il y a 1 mois et demi par Valor et les familles adhérentes de Valor, dont d'ailleurs vos 2 familles, UNEP et FFP, pour pouvoir s'engager maintenant dans cette phase d'industrialisation de la filière. Et je laisse la parole à Pierre de Lépinot pour la suite de la présentation. Merci Vincent. Bonjour à tous. Alors peut-être en préambule, en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas Adivalor, vous rappeler qui nous sommes et quelle est notre mission.
Donc, Adivalor a été créé en 2001 par les organisations professionnelles agricoles représentant l'industrie de l'agrofourniture d'une part, la distribution coopérative et négociation privée, et les agriculteurs via le syndicat majoritaire FNSEA et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Notre mission, c'était d'organiser sur l'ensemble du territoire la collecte et le recyclage des déchets d'emballage détenus par les agriculteurs. Nous avons commencé l'histoire avec les emballages de produits phytopharmaceutiques et vous avez donc peut-être eu l'occasion d'entendre parler de nous à cette occasion. Et depuis, le périmètre s'était élargi à l'ensemble des emballages, engrais, produits d'hygiène et autres, mais également les plastiques agricoles, films, ficelles, filets, gaines d'irrigation, etc. Aujourd'hui, en 2023, nous avons en quantité de déchets plastiques à collecter une quantité estimée à environ 115 000 tonnes. Plus de 90 000 tonnes sont aujourd'hui collectées et recyclées à plus de 90%. La collecte se fait par rapport, et je vais y revenir, auprès des distributeurs d'agrofourniture. Alors, effectivement, il y a maintenant quelques années, Valor s'est rapproché de nous pour envisager un partenariat sur la gestion opérationnelle de la collecte et du recyclage. Et nous avons précisé les contours d'un dispositif opérationnel. Le premier point, ce sont les catégories d'emballage qui seront collectées dès 2023. Alors, il s'agit exclusivement des emballages à base de polypropylène et avec tous les types d'emballages qui sont représentés sur cette diapositive. Il s'agit bien des emballages de plantes destinés aux professionnels, dont les entreprises du paysage, et donc, bien entendu, qui ne concernent pas les emballages qui peuvent terminer chez les particuliers. Nous avons également bien identifié avec Valor les autres emballages qui peuvent exister, bon, qui sont en quantité nettement inférieure, notamment les emballages en polystyrène et en polyéthylène, et il est prévu une saison 2 avec un élargissement du périmètre à ces emballages. Diapositive suivante, merci. Alors, de façon générale, comment se passe la collecte et quelles sont les différentes étapes opérationnelles? La première étape, en bas à gauche de cette diapositive, c'est la préparation au niveau de l'exploitation, de l'entreprise qui utilise. Alors, la préparation, ça va être de regrouper par catégorie les emballages, donc c'est un tri, un stockage qui est important puisqu'il va permettre ensuite de gérer séparément des flux d'emballage composés de matières plastiques qui ne sont pas les mêmes, et c'est ce qui va permettre principalement d'atteindre des taux de recyclage extrêmement élevés. Ensuite, des collectes avec des points d'apport donc qui peuvent être gérés soit par les fournisseurs des produits, c'est le cas principalement en agrofourniture, mais ça peut être également des agriculteurs qui se regroupent entre eux et plus ponctuellement des associations tierces, des chambres d'agriculture ou autres. Les collectes et les points d'apport donc sont définis localement. Nous ne sommes pas sur le principe de collecte permanente qui serait trop lourde à porter par les acteurs, mais sur des périodes de collecte 2 à 3 par an en général. Mais là, la décision appartient aux acteurs locaux. Nous ne travaillons que peu ou pas avec les collectivités locales, donc ça c'est un point important, je pense pour vous. Les collectivités locales, je le rappelle, ont une obligation de collecte des emballages ménagers, des déchets ménagers en général, mais n'ont pas d'obligation sur les emballages professionnels, et nous pensons plus efficace et plus cohérent d'organiser un système qui soit exclusivement business to business. Une fois ces emballages déposés sur les points d'apport, nous, Adivalor, sommes donneurs d'ordre vis-à-vis d'un réseau d'entreprises de l'environnement, des collecteurs de déchets. On a des contrats avec plus de 70 entreprises en France aujourd'hui qui vont venir enlever ces emballages et les transférer sur des sites, des plateformes de tri, transit, regroupement, où en général les emballages, après un tri complémentaire éventuel, vont être
mis en balle, stockés et ensuite expédiés au fur et à mesure des besoins vers les recycleurs. Voilà le dispositif dans ces grandes lignes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 90% des emballages recyclés, on a toujours une partie soit de non-conformité, soit d'emballage non recyclable, qui là, en général, sont valorisés énergétiquement. On n'a pas recours pour les emballages à l'enfouissement. Diapositive suivante. Alors, concernant la filière horticole, comment le réseau de collecte va se mettre en place, c'est ce qu'essaye d'expliquer ce schéma. Vous avez en bas, en pastille verte, donc les entreprises qui utilisent les plantes en pot. Donc, aujourd'hui, on va focaliser sur les entreprises du paysage. En bleu, les points d'apport. En rouge orangé, les installations de tri, transit, regroupement que je mentionnais tout à l'heure, et en jaune, tout en haut de la diapositive, les installations de régénération qu'on appelle également des recycleurs. Donc, les points d'apport pourront être soit des entreprises du paysage elles-mêmes qui serviront de points de massification pour pouvoir ensuite réaliser des enlèvements. C'est ce que montre le schéma à gauche avec une pastille bleue qui se trouve sous le pointillé vert. On pourra avoir des points d'apport qui sont des points d'apport gérés par des fournisseurs de plants, alors des producteurs, des distributeurs, donc c'est le schéma intermédiaire. J'ai oublié au milieu la flèche directe, la flèche bleue directe qui part du bas de la diapositive et qui va directement sur la plateforme de regroupement. Ça, c'est le cas d'entreprises de taille importante qui auront des quantités suffisantes pour justifier un enlèvement et un transfert direct sur les plateformes de regroupement. Voilà les grands cas de figure que nous aurons à gérer. Les choses se mettront en place progressivement avec une adhésion donc au réseau Adivalor, au réseau de collecte Adivalor, et une mise en ligne pour information de l'ensemble des points de collecte sur notre site internet, comme c'est déjà le cas pour les autres catégories d'emballage. Diapositive suivante. Alors, très important, donc les consignes de préparation et de tri, elles sont capitales à la fois pour maximiser le taux de recyclage, mais également pour optimiser la logistique. La collecte des déchets, c'est d'abord un enjeu logistique, donc du transport. Le transport coûte cher, le transport coûte de plus en plus cher. Donc, il est important pour maîtriser les coûts d'optimiser les différentes étapes, et notamment donc au niveau de la préparation. Alors, d'une part, bien vider les pots pour limiter au maximum la présence de terre et de végétaux. On n'en est pas à vous demander de les laver, ça serait une consommation d'eau inutile. De toute façon, les pots seront lavés ultérieurement, mais en revanche, la terre et la présence de terre diminue assez significativement l'efficience du procédé de recyclage et surenchérir les coûts. Donc, au maximum, essayer de vider les pots et ensuite les empiler de façon à maximiser minimiser l'encombrement, maximiser la masse volumique. Donc, si possible, les empiler par taille, en tout cas, de façon cohérente. Pas de tri de couleur prévu, donc, de complexité à ce niveau-là. Et ensuite, conditionnement de ces pots, soit sur des palettes, des box palettes, comme vous le voyez sur la photo, ou des palettes filmées, ou des sacs de collecte, comme on peut déjà les utiliser sur d'autres types d'emballages, notamment des emballages de produits phyto ou assimilés, produits de biocontrôle, etc., qui sont des sacs de collecte de 250 litres ou de 500 litres. Donc, étape de préparation et de tri qui est extrêmement importante et qui là dépendra de vous, principalement, de vos entreprises. Et puis ensuite, une étape donc d'organisation logistique avec un seuil d'enlèvement. Donc, ça, c'est le deuxième point important. Un seuil d'enlèvement qui, pour des raisons là aussi d'optimisation, a été fixé à peu ou prou en équivalent poids à 600 kg et 600 kg, d'après les expérimentations qu'on a pu mener, ça peut correspondre soit à 4 palettes
filmés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ou une quarantaine de petits sacs de 250 litres. Ça serait peu ou prou la moitié si on prend les sacs de 500 litres. Il sera possible de réaliser des enlèvements dès une palette et 10 sacs, de façon à pouvoir répondre à la diversité des besoins. Mais dans un souci de maîtrise des coûts, là, une participation forfaitaire sera demandée de 90 € par enlèvement. Diapositive suivante. Alors, point important, la prise en compte des dispositifs individuels de collecte existants, ça a été mentionné par Vincent. Il existe déjà pour certaines de vos entreprises des collectes qui fonctionnent. Alors, il s'agit bien entendu pas de perturber ce qui fonctionne bien. En revanche, c'est de les intégrer dans le dispositif et notamment dans une logique de REP. C'est de toute façon de bien noter que dans tous les cas, on maintiendra les obligations déclaratives si l'entreprise qui a une collecte est metteur en marché, donc de façon à également mettre en œuvre la collecte de l'éco-contribution. Donc ça concerne les entreprises qui sont metteurs en marché, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, dans un deuxième temps, une contractualisation collecte avec Adivalor, avec deux options. La possibilité de conserver la maîtrise d'ouvrage des opérations, en clair, de rester en contrat avec un prestataire. Et dans ce cas-là, ce qui sera demandé, c'est de transmettre à Adivalor les statistiques de collecte, quantité et justificatifs de recyclage, de façon à ce que ces données puissent être intégrées dans les indicateurs de performance de la filière. Et en contrepartie, un versement par Adivalor de soutien compensatoire qui seront calculés par rapport au coût moyen optimisé à la tonne collectée. Donc, ce qui veut dire que pour l'entreprise, elle recevra un soutien qui peut être considéré comme une rémunération du fait qu'elle gère elle-même ses opérations de collecte et de valorisation. La deuxième option, ça sera de transférer à Adivalor la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire d'énoncer le contrat avec le prestataire et de demander à Adivalor de prendre la relève. Ce que nous ferons avec simplement une limite, c'est une limite économique. Il est arrivé dans le passé qu'il y ait des dispositifs très, très adaptés à une entreprise, mais très coûteux, extrêmement coûteux. Et dans ce cas, on sera obligé de poser une limite, mais rien n'empêche l'entreprise, si elle souhaite maintenir intégralement le dispositif, de participer financièrement sur la partie surcoût. Voilà. Vous le comprenez, la grande différence entre l'avant et l'après, et l'après, c'est la logique de REP, qui de toute façon va devenir obligatoire, comme l'a dit Vincent, en 2025, c'est que le financement va venir par le haut, par le metteur en marché, et n'est plus donc un financement à la charge du détenteur du pot usagé. Diapositive suivante. Voilà, donc on a posé, après concertation et consultation des principales organisations et échange avec les professionnels, des objectifs à 5 ans, prenant en compte d'une part les quantités d'unités de vente mises en marché. Alors, qu'est-ce que c'est que l'unité de vente? C'est la plante conditionnée. Et vous voyez sur ce tableau que nous avons également tablé sur une baisse des quantités de plantes conditionnées commercialisées. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une baisse du marché de l'horticulture, mais c'est des efforts d'éco-conception qui se traduisent déjà aujourd'hui par des remplacements d'emballage plastique par d'autres types d'emballage, voire pas d'emballage du tout. Et ça a semblé pour l'ensemble des professionnels une orientation à prendre en compte. À partir de là, on a pu estimer les quantités d'emballage mises sur le marché. Vous voyez qu'on est sur une estimation à ce jour de l'ordre de 4000 tonnes. La quantité de pots horticoles usagés, ce qu'on appelle donc l'acronyme PHU, est un peu plus important puisqu'on aura, malgré notre demande de bien nettoyer les pots, on sait déjà qu'il y aura de toute façon toujours un peu de résidus et donc on a un poids collecté qui est un peu supérieur à la quantité de plastique. Ça, c'est un grand classique dans tous les systèmes en lien avec le végétal.
Et nous avons posé ensuite des hypothèses de quantité collectée. Et l'indicateur important, c'est de voir que l'objectif est d'arriver à 5 ans à un taux de collecte de 58%, des quantités collectées qui seront recyclées à 95%, ce qui nous semble possible par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, notamment sur le tri et sur le fait qu'on est en monomatériaux. Et donc un taux de recyclage, qui est la quantité recyclée sur la totalité des quantités mises en marché, qui est de 55%. Et ça, c'est un objectif qui est cohérent avec les objectifs réglementaires, puisque sur les plastiques, les objectifs fixés par la réglementation européenne et déclinés dans le Code de l'environnement français est d'atteindre un taux de collecte de 50% en 2025 et de 55% en 2030. Diapositive suivante. Voilà, sur la base de ces objectifs, sur la base du dispositif que j'ai décrit et sur lequel on a été amené donc à réaliser une évaluation économique, vous avez ici représenté ce que seront les grands postes de dépenses de cette filière sur la gauche. Donc l'essentiel, 75% des dépenses seront des dépenses opérationnelles, les coûts de transport, les coûts de mise en balle, les soutiens apportés aux opérateurs, avec une possibilité de réduction de ces coûts dans le cas de valeurs élevées des prix de reprise de déchets plastiques. Alors ces prix, ça a été mentionné par Vincent, mais ils fluctuent très fortement. Donc on a retenu des hypothèses assez prudentes. On est passé encore ces derniers temps, en un an, de prix qui ont atteint des sommets et qui se sont ces derniers mois significativement repliés. On est sur des marchés très volatiles, donc on est parti sur des hypothèses assez conservatrices. Et puis il y a une partie coûts fixes. Alors il y a une partie coûts fixes côté Adivalor qui sont des coûts essentiellement des coûts d'assistance technique essentiellement. Mais il y a ensuite les coûts qui seront ceux de l'organisme qui va être en charge de la collecte de l'éco-contribution, qui est en cours de création et qui aura géré les contrats, les déclarations, la facturation, l'assistance technique à la déclaration auprès des adhérents, et puis qui aura également une mission de représentation et voire d'études complémentaires, notamment sur les actions d'éco-conception qui font partie des exigences et des attentes en matière réglementaire pour tout ce qui est emballage plastique. À partir de là, vous le voyez sur le graphique de droite, vous avez une simulation sur ce que pourraient être les recettes et les dépenses de cette filière. En bleu, donc, les produits qui seront légèrement à la baisse du fait de la baisse des quantités qu'on a vu tout à l'heure, et des charges qui, elles, vont augmenter proportionnellement aux quantités collectées. Le système se veut non-profit, donc il ne s'agit pas de créer une activité commerciale. Et donc, le budget a été raisonné pour que le résultat cumulé sur une période de 5 ans soit proche de zéro, de façon à ce que chaque euro encaissé soit un euro utilisé pour financer la collecte et le recyclage des dépôts horticoles usagés. Diapositive suivante. Voilà, donc en résumé, sur ce schéma, à gauche, donc la chaîne de commercialisation. Alors c'est un schéma générique qu'on utilise pour l'ensemble des intrants agricoles, qu'il faudra effectivement adapter. Vous voyez le mot agriculteur, là, il faudra utiliser le mot utilisateur ou entreprises de paysage quand elles sont utilisatrices. Un organisme financeur en cours de création qui va collecter l'éco-contribution, le flux financier présenté en flèche orange sur le schéma de droite. Une convention de financement pluriannuelle entre l'organisme financeur et Adivalor qui va donc avoir la responsabilité ensuite de contractualiser avec l'ensemble des opérateurs de collecte qui géreront des points d'apport, les entreprises de l'environnement qui collectent les déchets et les préparent, et les valorisateurs pour l'essentiel des recycleurs. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est que l'éco-contribution qui sera acquittée par l'émetteur en marché est une éco-contribution qui est
calculé par unité de vente, donc par plante en pot, que c'est un élément du prix de revient de la plante conditionnée, donc susceptible d'être répercuté en tout ou partie dans le prix de vente, qui sera reversé donc sous forme de contribution à un organisme financeur national. Donc ça n'est pas une taxe, une taxe à part au budget général de l'État. Et si l'État n'intervient pas, on est sur des contrats exclusivement entre acteurs privés, et l'affectation de l'éco-contribution est affectée exclusivement à la gestion de la fin de vie des emballages. Diapositive suivante. Voilà, je passe la parole à Héloïse Morgan. Héloïse. Oui, donc Pierre, vous expliquez que ce sont les metteurs en marché qui vont donc être les financeurs de l'ensemble de la filière dans le cadre d'une logique de REP. On a essayé de vous synthétiser sur un schéma les circuits qui sont concernés donc par les déclarations de mise sur le marché, puisque l'éco-contribution s'appuie sur les mises en marché des plantes en pot. Alors, qu'est-ce qu'un metteur en marché? Donc, ceux qui sont en vert clair. Les metteurs sur le marché sont ceux qui mettent pour la première fois en vente la plante en pot sur le marché national. Donc, nous avons ici deux cas. Le cas où il y a le producteur français qui est donc le premier metteur en marché, et le cas des importations sur la droite du schéma. Si on prend le cas de gauche, donc la filière entre guillemets où le metteur sur le marché est le producteur français, le schéma est relativement simple. Le producteur français est le metteur en marché. Il est celui qui effectue les déclarations de mise sur le marché. Il est celui qui paye à l'organisme financeur l'éco-contribution. C'est donc celui qui a un contrat avec cet organisme financeur. Il lui reverse l'éco-contribution et cet organisme financeur a la charge, comme vous l'a dit Pierre, de contractualiser avec Adivalor pour la gestion opérationnelle de la collecte, le traitement et le recyclage des pots collectés. Il y a un cas un petit peu plus, avec plus d'intermédiaires, puisqu'il y a la situation des importations, donc la partie droite du schéma, où vous avez un producteur ou un grossiste européen qui met sur le marché en France ses plantes en pot. Dans ce cas-là, c'est bien lui. Alors, quand je dis européen, c'est Union européenne, donc uniquement les pays de l'Union européenne. C'est bien lui qui est le metteur en marché, donc c'est à lui d'assumer in fine le coût de l'éco-contribution, mais dans une logique de REP, afin de faciliter la collecte des informations, de réaliser les démarches de déclaration et de paiement de l'éco-contribution. Il y a l'intermédiaire du mandat qui va être mis en place par son premier client en France. Alors, dans le schéma, on a décrit le grossiste français ou l'entreprise du paysage si elle achète en direct à ce fournisseur européen. Et dans ce cas-là, il y a un mandat qui sera signé entre ce fournisseur européen et son premier client. Mandat qui donnera donc comme mission pour l'entreprise française de réaliser pour le compte de cette entreprise européenne, enfin, ce fournisseur étranger, donc de réaliser les déclarations et le paiement des éco-contributions. Et en contrepartie, dans ce mandat, il sera bien prévu que ce fournisseur européen devra rembourser l'éco-contribution ainsi versée pour son compte à la filière. Donc, il y aura un contrat entre l'entreprise du paysage ou le grossiste français et l'organisme financeur, et il y aura un mandat entre l'entreprise du paysage française ou le grossiste français et l'entreprise étrangère, fournisseur européen. Nous avons également prévu, alors attendez, que je passe à la diapositive suivante. Voilà. Nous avons également schématisé
Alors, ça représente des circuits de commercialisation beaucoup plus marginaux, mais le cas des importations en provenance de pays hors l'Union européenne. Dans ce cadre-là et dans la logique des REP, la situation du mandat n'est pas applicable et le premier metteur en marché est celui qui importe. Donc, dans les schémas qu'on vous présente, il y a bien l'entreprise du paysage française ou le grossiste français qui achète auprès de fournisseurs hors Union européenne des plantes en pot. Ce sera ce grossiste français, cette entreprise du paysage française, qui sera premier metteur en marché dans cette logique et qui devra donc assumer in fine le coût de l'éco-contribution sur ces plantes en pot. Si nous venons sur le barème de l'éco-contribution, donc, comme vous le voyez, il y a 6 tranches. C'est un barème qui s'est voulu relativement simple. Il y a 6 tranches avec donc une éco-contribution affichée ici à l'euro hors taxe par unité de vente, hein, donc comme le disait Pierre, par plante en pot. Et nous avons de même pas 1 centime d'euro jusqu'à 10 centimes d'euros pour les plus grands conteneurs, donc les pots à partir de plus de 10 litres. Peut-être que Pierre ou Vincent ou Morgane souhaitent compléter des éléments sur ce barème. Oui, juste un point peut-être. Bon, l'idée, c'est un barème effectivement prévisionnel, hein, comme le nom l'indique, donc qui reste à valider complètement. On a essayé évidemment d'être logique. En fait, le barème, son but, c'est de couvrir les coûts de collecte pour recyclage de la filière. Et comme plus les différents coûts de fonctionnement, etc. Et comme Adivalor est dans une logique de non-lucrativité, on n'a que les coûts à prendre en charge et pas de marge. Et donc, évidemment, c'est à travers l'étude économique qui a été faite et qui a permis d'arriver à un coût à peu près moyen de 340 € par tonne de collecte, qu'ensuite, en y additionnant les autres coûts à prendre en charge, nous avons pu calculer ce barème. Évidemment, selon différentes catégories de pots, il nous a semblé utile à la fois d'avoir le barème le plus simple possible, et pour autant, vous voyez qu'il y a 6 catégories. Et pour être tout à fait franc avec vous, au départ, il y en avait moins parce que l'idée était vraiment de simplifier les choses. C'est quand même quelque chose de nouveau, il faut que ça soit extrêmement lisible pour vous et pour tous ceux qui auront à avoir ce barème. Donc, voilà, l'idée était quand même d'être à la fois le plus simple, tout en étant le plus juste, ou en tout cas le plus adapté à la typologie des pots que vous utilisez ou que vous vendez à titre professionnel. Voilà, et donc avec des barèmes progressifs. Et j'y ajoute un dernier élément, évidemment, c'est que les coûts de collecte, ils sont évidemment progressifs. En fait, qu'est-ce qui structure un coût de collecte? C'est le poids et ou le volume de ce que vous collectez et transportez. Alors évidemment, un pot de 10 litres, ça pèse plus et c'est plus volumineux qu'un godet d'un demi-litre. Et donc, le barème, il est progressif dans le sens où on tient compte de cette différence de coût selon les typologies de pots. Alors, si on revient sur donc, la mise en œuvre de l'éco-contribution, quelles sont les étapes je vous en ai déjà exposé certaines, mais pour refaire une synthèse. Donc, il y a pour le metteur en marché ou pour le mandataire du metteur en marché un contrat avec l'organisme financeur qui est donc en cours de création et la création va être opérationnelle en avril. Il y aura ensuite, bien entendu, selon les politiques commerciales propres à chaque entreprise, comme l'a rappelé Pierre, hein, l'éco-contribution n'est pas une taxe, donc ce sera à chaque entreprise de voir la façon dont elle souhaitera l'intégrer dans ses tarifs de vente de plants et plantes en pot. Cette intégration, d'après le calendrier que l'on espère tenir, pourra s'effectuer à partir de septembre 2023. Il y aura ensuite donc une déclaration annuelle à effectuer des plants et plantes en pot commercialisés, donc ceux qui
supporte l'éco-contribution. Cette déclaration annuelle interviendra en tout début d'année N+1 pour les ventes de l'année N. Et puis le versement de l'éco-contribution, donc calculé sur la base de ces déclarations, qui interviendra sur la base d'une facturation qui serait envoyée, donc la facturation envoyée par l'organisme financeur en avril, pour donc le versement de l'éco-contribution sur les mois de mai-juin. Donc, si on reprend le calendrier d'ici la fin de l'année, pour cette première année de mise en place de la filière, nous sommes actuellement donc, dans la phase des lettres d'engagement, le vert clair, les plus à gauche. Nous attendons donc un maximum de retours de lettres d'engagement des entreprises intéressées par la filière. Ces lettres d'engagement sont pour nous très importantes car elles nous permettent d'affiner les données à la fois sur les volumes, mais aussi sur les entreprises intéressées, leur répartition sur le territoire, ce qui permet d'affiner aussi l'organisation de la collecte. Ensuite, donc, il y aura la contractualisation qui se fera entre ces entreprises qui se sont manifestées et l'organisme financeur. Et donc là, on passera dans une phase de vrai, quelque part, engagement sur un plan juridique, hein, la lettre d'engagement n'étant qu'une manifestation d'intérêt. L'intégration donc de l'éco-contribution dans les montants des ventes, dans les tarifs, pardon, et le lancement d'une collecte pour la fin d'année. Donc, je vous disais, nous espérons pouvoir tenir ce planning, ce qui impliquerait que d'ici la fin du mois de juillet, nous ayons fini la phase de contractualisation pour pouvoir commencer au 1er septembre 2023, les déclarations soient recensées à partir du 1er septembre 2023 et effectuer une première collecte physique des pots en fin d'année 2023, avec donc des déclarations qui devront être faites à partir de janvier 2024. Héloïse, peut-être un mot au regard de certaines questions que nous avons reçues depuis qu'on a commencé à communiquer sur la lettre d'engagement. Cette lettre d'engagement, c'est bien, donc, comme l'a dit Héloïse, pour manifester votre intérêt à rejoindre le dispositif national dès cette année. Ce n'est pas une invitation à participer à une expérimentation. Le temps de l'expérimentation est terminé. Il a été mené en 2021-2022. On rentre bien là désormais dans une phase opérationnelle et très concrète. Merci. Je laisse le mot de la conclusion à Morgane, Vincent. Je vous propose, oui, peut-être d'en dire un mot et après de céder la parole à notre présidente Catherine Müller qui s'est jointe à nous. Donc, comme vous le voyez, la volonté de la filière, ça a vraiment été de mettre en place un système qui soit collectif et qui soit proactif dans le sens où il intervient en amont, en anticipation d'une réglementation qui est la REP sur les emballages professionnels qui vous a été présentée, avec un double intérêt pour les entreprises du paysage de s'inscrire dans cette filière et de disposer d'une solution pour recycler les pots en plastique. C'est à la fois une image positive vis-à-vis de vos clients, puisqu'il y a une gestion de la fin de vie des déchets qui conduit au recyclage et pas uniquement à l'enfouissement ou à l'incinération des pots en plastique, et une fidélisation possible de vos clients particuliers à qui vous allez proposer de repartir avec les pots usagés lors de vos interventions, donc quelque part une relation gagnant-gagnant. Et puis pour les entreprises qui répondent à des marchés publics, vous savez, avec désormais ce volet environnemental qui compte dans les critères de notation des offres reçues, la possibilité de joindre une attestation disant que vous gérez de façon très raisonnée et sérieuse vos déchets plastiques sera appréciée et sera pris en compte dans votre réponse et sera donc un plus. Et enfin,
vous avez dû recevoir des mails et un courrier vous invitant à vous inscrire dans cette filière. On souhaitait vous rappeler quand même les 5 grands intérêts pour vous. C'est de bénéficier de la collecte de vos pots horticoles en plastique et donc être sûr qu'ils sont recyclés au lieu d'être enfouis ou incinérés. C'est de bénéficier des 20 années d'expérience d'Adivalor, qui est une structure sérieuse qui apporte une solution partout en France aux professionnels de l'agrofourniture, et ce, quelle que soit la taille en fait de votre entreprise. Parfois, on nous dit ah, mais c'est quelque chose qui est pour les gros. Non, c'est quelque chose qui est pour toutes les entreprises qui ont des déchets à recycler, quelle que soit leur taille. Pour bénéficier du barème d'éco-contribution le plus juste, voilà, on vous l'a expliqué, on anticipe la réglementation, on met en place un dispositif qui est vraiment spécifiquement adapté à la filière de l'horticulture, de la floristerie et du paysage. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui va être moins coûteux que si dans 2 ou 3 ans, rien ne se passe et qu'on est obligé de rejoindre une filière réglementée qui englobera tous les déchets professionnels. Donc, on parle des déchets du BTP, enfin de toutes les entreprises. Et vous vous doutez qu'à ce moment-là, notre filière, avec ses 4000 tonnes, sera loin d'être la priorité. Enfin, bénéficier d'une garantie de collecte de vos pots. Donc ça, c'est quel que soit le cours des matières plastiques. Je sais que certains d'entre vous travaillent déjà avec des collecteurs pour la valorisation de leurs déchets. Ces collecteurs peuvent vous lâcher le jour où les cours des matières premières s'effondrent. Avec le partenariat que nous montons avec Adivalor, vous aurez une garantie de récupération de vos déchets et de vos pots plastiques, quel que soit le cours des matières premières. Et enfin, évidemment, voilà, je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas m'y attarder, mais pour valoriser votre démarche RSE auprès de vos clients, sachant que les entreprises qui s'engagent dans cette filière et qui recyclent leurs déchets seront mentionnées sur les sites Internet, et que donc il sera très facile de valoriser votre engagement et que ces données sont des données publiques qui ont bien vocation à faire valoir les bonnes pratiques que vous avez mises en place. Voilà. Je ne m'étends pas plus, Catherine, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Merci Morgane et bonjour à tous. Alors effectivement, moi, je n'étais pas présente au démarrage de cette présentation de ce webinaire. Je m'en excuse parce que j'ai été retenue par une table ronde importante sur le sujet de l'eau. Et je ne voudrais pas reprendre les propos d'introductifs, j'imagine, de notre collègue Michael, qui vous a certainement parfaitement bien introduit le sujet. Et puis nos collaboratrices Morgane, Héloïse, qui connaissent le dossier pile poil, et nos interlocuteurs qui nous ont appuyés dans les sujets, Pierre et Vincent, que vous avez certainement, dont vous avez pu faire connaissance. Voilà, tout ça pour dire que moi, je suis assez fière d'avoir finalement d'arriver à l'aboutissement de ce projet dont je ne suis pas à l'initiative, et je remercie encore Michael. Je ne fais que prolonger cette action et j'arrive à une époque où effectivement on rentre dans l'opérationnel et c'est un bon point. Alors un bon point parce que c'est une grosse action comme rarement menée, je crois savoir, au sein de Valor et qui permet de bien voir le bien fondé d'une interprofession, puisque c'est une co-construction entre les producteurs et les entreprises du paysage, et tout le monde finalement s'oriente vers le verdissement de notre image pour pouvoir répondre aux attentes de notre société en termes d'amélioration environnementale. Donc c'est une démarche forte. Je dirais que c'est une démarche qui va se continuer par d'autres étapes. Vous êtes concernés vous-même par des pots dits professionnels. Valor travaille parallèlement aux pots dits ménagers, c'est-à-dire les pots des particuliers et qui pourront aboutir, on l'espère, dans les poubelles jaunes, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Et puis, le troisième volet, quelque part, de nos actions, serait le travail sur les pots, donc l'éco-contribution, mais aussi les pots en d'autres matières que les matières plastiques, donc des sujets qui nous impactent tous. Voilà, donc moi je dirais que c'est une chance qu'on peut saisir.
J'attends de la part du monde du paysage une réponse favorable, le plus favorable possible, puisque de votre influence, de vos actions dépendront le succès de cette démarche, qui est lourde d'incidence pour l'interprofession, puisque c'est des engagements, encore une fois, très forts. Je souligne que j'avais vraiment souhaité, puisque moi aussi je suis issue du paysage, certains le savent, que cette vision bien destinée aux entreprises du paysage soit le plus claire possible, parce qu'il est vrai que ce dossier n'est pas forcément simple à comprendre, mais je sais que Morgane et Héloïse vont rester à votre disposition pour compléter toutes les interrogations qui ont pu naître suite à la présentation de ce jour. Encore une fois, on est à votre disposition. Moi, j'y crois, on y croit, et on a besoin de ce genre d'action pour pouvoir intégrer toutes nos activités dans une société qui s'adapte à ces conditions à la fois environnementales, déréglementation climatique et attentes sociétales. Voilà, je vous remercie pour votre présence et ma foi, j'attends, on verra les résultats, mais je reste très, très, très optimiste. Merci. Merci Catherine. Alors, je prends les questions. Une première question d'Olivier qui nous disait peut-on imaginer un tri des pots cassés et de ceux réutilisables en l'état avec un tri par taille et une valorisation directe auprès des pépiniéristes? Je laisse la parole à Pierre sur ce volet un peu réemploi et possibilités opérationnelles. Oui, merci Morgane. Donc j'ai essayé de donner quelques éléments de réponse sur le chat. Rappelez d'abord que le réemploi est encouragé par les politiques publiques et la réglementation. Hein. C'est une voie privilégiée et qui est comment dirais-je, qui est considérée comme plus adaptée encore que le recyclage. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça peut être assez complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a tri, parce qu'il faut ensuite organiser une logistique de reprise et une éventuelle vérification de la qualité des matériaux. Donc, c'est un sujet qui a été bien identifié. On a prévu d'évaluer et d'analyser les retours d'expérience existants pour préciser les modalités d'accompagnement de ces opérations de réemploi qui, en tout état de cause, seront encouragées. Merci Pierre. J'ai pas d'autres questions dans le chat. Par contre, j'ai une réflexion de Caroline qui réagissait aux propos de Catherine Müller et qui disait que à notre époque, c'était une chance, mais c'était surtout une obligation et que donc l'action est indispensable, à savoir de créer des filières comme ça de recyclage et de proposer des solutions opérationnelles et collectives aux ressortissants de la filière. Pas d'autres questions, je vois que personne n'écrit. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées à nous solliciter par mail, voilà, on répond systématiquement. Morgane, il y a des questions dans la question, comme tout le monde ne le voit pas, si tu peux les reprendre avec les réponses formulées. Tu les vois, vas-y, parce que moi je ne les vois pas. Il y avait une question de Quentin Maitret. Est-ce que les box palettes ont une taille de référence ou bien est-ce que les tailles sont libres? Et Pierre a répondu qu'il n'est pas prévu à ce jour de restriction sur le format des palettes. Les quantités enlevées seront dans tous les cas rapportées à un format standard de palette, 1200 par 800 par 145 mm, qui est la palette européenne. Il y avait également une question de Caroline Zénèvre-Collin. Avec adhésion à Adivalor, les entreprises ont la liste des lieux de dépôt. La réponse, comme mentionné lors de l'intervention, la liste des points d'apport sera actualisée en permanence sur le site internet d'Adivalor et consultable sur une adresse qui sera donc sur le site internet et que nous mettrons dans la foire aux questions. Et bien entendu, le PowerPoint
ne sera pas en tant que tel renvoyé à l'ensemble des intervenants, mais nous vous enverrons le replay du webinaire, donc avec le PowerPoint et les interventions en parallèle. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense que nous pouvons conclure. Bien. Bien, merci à tous. Passez le mot à vos collègues, à vos collaborateurs. N'hésitez pas à nous solliciter et surtout, complétez la lettre d'engagement. Manifestez-vous. Un grand merci à tous encore une fois. Au revoir. Et au revoir. Oui.